Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Yannick Jadot, sénateur de Paris, ancien député européen, ancien candidat écologiste à la présidentielle de 2022. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous à l'Assemblée nationale pour cette rencontre de l'Association des journalistes parlementaires. Beaucoup de thèmes à évoquer avec vous aujourd'hui, des finances publiques aux élections européennes, en passant évidemment par les questions climatiques et environnementales. Et pour commencer cette rencontre, je laisse la parole à Nicolas Prissette. Comme ça, tout le monde m'entendra. Bonjour Yannick Jadot. On va commencer à parler avec vous des finances publiques. On a eu les résultats hier matin de l'exécution budgétaire pour 2023 avec des chiffres annoncés très mauvais par le gouvernement et réellement très mauvais. La première question, est-ce que vous partagez le constat qu'il y a un dérapage des finances publiques et que la situation, comme la Cour des comptes a déjà eu l'occasion de le souligner, est particulièrement inquiétante ? Bonjour, merci de votre invitation. Oui, la situation est très inquiétante. Les écologistes n'ont jamais été... on se bat tellement contre la dette écologique que nous avons une vision assez stricte, y compris de la dette de la France. Alors oui, la situation est inquiétante. Elle est inquiétante à beaucoup de points de vue. Elle est inquiétante au regard de la capacité de la France à investir sur des sujets prioritaires, on y reviendra. Elle est inquiétante au regard des leçons qu'en tire le gouvernement. On y reviendra aussi sur, au fond, les solutions qui sont potentiellement mises en œuvre. On verra les annonces du Premier ministre. Elle est inquiétante aussi démocratiquement. Quand nous avons eu le débat sur le projet de loi de finances, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, l'ensemble des groupes politiques contestaient le scénario du gouvernement sur sa trajectoire budgétaire. Et vous avez un gouvernement qui, au fond, a sciemment sous-évalué les risques de dérapage, qui fait un coup de rabot juste à 10 milliards pour ne pas rentrer dans un projet de loi de finances rectificatif et qui attend l'été prochain, après les élections, pour que nous ayons le débat parlementaire, ce qui est nécessaire, absolument indispensable, sur notre trajectoire de finances publiques. Donc oui, à bien des égards, le gouvernement est à la faute budgétaire, faute politique, faute démocratique. Alors, pour préciser votre propos, où est la faute exactement ? Est-ce qu'il s'est trompé dans ses prévisions, ce qui peut arriver à tout le monde, et ce ne sera pas la première fois qu'un gouvernement fait une erreur de prévision, ou est-ce qu'il s'est trompé dans sa gestion, c'est-à-dire qu'il a pris des décisions qui ont aggravé la situation ? Les deux. Il s'est trompé dans les projections. Souvenez-vous, le débat parlementaire de l'automne dernier, personne ne croyait aux projections de croissance annoncé par le ministre des Finances, par le gouvernement, par le président de la République. Donc déjà, au niveau européen, il y avait déjà cette réserve, ce doute assez lourd sur la projection de croissance de la France. Et puis il s'est trompé sur ses recettes comme sur ses dépenses. Nous sommes, vous le savez, depuis 2017, à la fois sur une trajectoire assez dangereuse de réduction des recettes publiques, que nous dénonçons depuis longtemps. Je vous rappelle que quand le président de la République, dès son arrivée au pouvoir en 2017, supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, installe la flat tax sur la fiscalité sur le capital, il met deux conditions à la pérennité de ces mesures. Un, ça doit servir à l'investissement dans notre pays. Deux, ça doit permettre effectivement à créer de l'emploi. Il dit, voilà pourquoi je fais ces deux mesures. Vous avez eu un rapport il y a quelques semaines, quelques mois, du comité d'évaluation sur la fiscalité, qui est un comité rattaché à Bercy, avec des experts indépendants, mais qui ont évalué les impacts de la réforme de la suppression de l'ISF et de la flat tax.
Ils ont dit noir sur blanc, vous ne pouvez pas faire plus clair. Ils ont dit ça n'a eu absolument aucun effet sur l'investissement, aucun effet sur l'investissement, aucun effet sur l'emploi. La suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax ont massivement contribué à l'augmentation des dividendes et à la spéculation immobilière. Donc vous avez aujourd'hui, par exemple, un président de la République que s'il devait, au fond, tenir ses promesses, ses engagements, devrait revenir sur l'ISF et la flat tax, et selon ce comité, c'est 5 milliards de recettes. Nous dénonçons depuis des années, y compris, vous savez que c'est un point de vue très partagé au Sénat, la suppression des impôts de production. Parce que ça casse la relation entre les collectivités locales et le tissu économique, le tissu industriel. La réduction des impôts de production profite massivement aux plus grosses entreprises, pas aux PME, qui font 50% de l'emploi dans notre pays. Et donc ça profite massivement aux industries les plus fortes et qui sont par ailleurs aussi souvent les plus polluantes. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse des impôts de production, ça profite à Amazon, ça ne profite pas à votre libraire. Si on prend la question, un sujet qui est sensible pour tout le monde. Même chose, on a eu la suppression, vous le savez, de la taxe d'habitation. Au final, sur 10 ans, on a 70 milliards qui ont été perdus par les collectivités locales. Et on sait à quel point elles sont essentielles sur la qualité de nos vies, sur l'école, sur les infrastructures, sur les services publics qui font que nos territoires sont vivants et où chacune et chacun ne se sent pas déclassé. Donc on a une stratégie du gouvernement qui est la baisse des recettes vis-à-vis des plus riches et au fond une remise en cause des dépenses sur ce qui fait le cœur de la République. Donc on a des fautes à tous les étages qui expliquent aussi cette dérive des finances publiques. Vous dites que le gouvernement s'est trompé. Est-ce que, comme certains à l'Assemblée nationale hier lors des questions au gouvernement, vous allez au-delà et est-ce que vous faites un procès en insincérité au gouvernement? C'est quelque chose qu'on a entendu hier. Écoutez, sur l'optimisme du gouvernement, il est évident qu'ils ont utilisé la méthode Coué notamment sur les recettes. Encore une fois, quand dans tous les débats, de la part de tous les groupes politiques au Sénat, nous avons critiqué le scénario, les projections en matière de croissance économique, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a insincérité dans la mesure où le scénario porté par le gouvernement clairement ne correspondait pas aux évaluations les plus sérieuses en matière de taux de croissance. Donc on peut dire qu'effectivement il y a insincérité. Mais je veux revenir sur le fait que, encore une fois, depuis 2017, on a augmenté massivement les aides aux entreprises. On a fait le quoi qu'il en coûte. Sur les questions, ça a été très largement une très bonne idée et une très bonne réponse à la situation du Covid. Vous vous souvenez que les écologistes ont fortement critiqué, très durement critiqué le bouclier énergétique. Et d'ailleurs, c'est même reconnu aujourd'hui par Bruno Le Maire. Ce sont quand même des milliards qui sont partis pour notamment des consommateurs qui, désolé, n'en avaient pas besoin. Avec le bouclier énergétique qui était mis en place, au fond, vous touchiez beaucoup moins d'argent public si vous avez une 208 ou une Clio et que vous devez faire 50 bornes par jour pour aller bosser, que si vous possédiez un 4x4 dans lequel vous roulez tout seul. Les gens qui possèdent un 4x4 qui vaut 60 000 € à l'achat n'avaient pas besoin de ce bouclier énergétique. Donc au fond, c'est un bouclier qui a plus servi bien davantage, et c'est acté, démontré par tous ceux qui ont travaillé sur le bouclier énergétique. Donc ça nous a coûté très cher sans profiter prioritairement à ceux qui en avaient le plus besoin. Donc vous avez une accumulation de fautes politiques qui mettent notre pays en danger et qui l'empêchent d'avoir les moyens d'investir sur ce qui est essentiel, les services publics,
la transition énergétique avec tout son, et la transition écologique en général, mais avec tout son volant à la fois d'accompagnement social et d'accompagnement industriel. Ça, c'est une faute. À ce stade, en tout cas, le gouvernement a choisi, pour essayer de limiter la dégradation des finances publiques, a choisi des économies budgétaires. Il y a un débat, par ailleurs, qui a été relancé sur les impôts, y compris au sein de la majorité, alors sur les super-profits et pas seulement. Comment est-ce que vous vous situez, vous, dans ce débat-là? Est-ce qu'on doit faire l'un, l'autre, les deux? Sur le volet recettes. Il est, dans notre société, devenu totalement incompréhensible que les très très riches dans notre société contribuent, y compris moins proportionnellement, à la solidarité que les classes moyennes notamment. C'est devenu insupportable. Quand vous avez quelques dizaines de personnes qui, au fond, ont un taux d'imposition de 26%, quand il est plus élevé dans toutes les catégories en dessous, évidemment, restent plus élevés que ceux qui ne sont pas imposables parce qu'ils sont trop pauvres. Mais c'est devenu insupportable. Quand vous avez le CAC 40 qui fait des records de profit et qui distribue 67 milliards de dividendes à des actionnaires qui sont très massivement, quasiment totalement faisant partie des personnes les plus riches de notre société, on a un problème de justice fiscale dans notre pays qui devient absolument insupportable. Alors oui, il faut remettre cette question de la fiscalité sur les très très riches dans le débat public. Et on ne peut pas être sur une sorte de dogmatisme où en permanence on baisse les impôts des très très riches et à chaque fois qu'il s'agit de repenser la solidarité fiscale, de dire nous avons un engagement vis-à-vis des Français de ne pas augmenter les impôts. Non, il y a des personnes qui peuvent parfaitement être plus solidaires. Donc il faut ce débat-là. Yannick Jadot, pardon, mais juste sur ce point de la fiscalité des plus riches, est-ce que vous pensez qu'il faut le faire en France tout de suite ou porter cette idée européenne, enfin au niveau européen, telle qu'elle a été émise par l'économiste Gabriel Zucman? Mais il faut faire les deux. Vous vous souvenez quand Biden était venu avec une fiscalité harmonisée sur les entreprises, il était venu avec un taux de 20-21%. C'est la France qui, y compris au sein du Conseil européen, a dit non, il faut faire beaucoup plus bas. Alors oui, il faut, à travers l'Europe, il y a les initiatives au sein de l'Union européenne, il y a l'initiative Lula, qui va en faire une initiative très forte pour le prochain G20 de fiscalité sur les plus riches, mais la France peut faire sa part. Quand Madame Mahfouz et M. Pisani-Ferry proposent une contribution exceptionnelle des plus riches pour favoriser et financer la transition écologique, ils le font dans le cadre français. Donc il faut faire notre travail à la maison et il faut arrêter au fond de contourner le débat national en disant si ça ne se fait pas au niveau européen, et vous savez qu'au niveau européen c'est très compliqué parce que sur la fiscalité il faut l'unanimité. Donc au fond, reporter à l'échelle européenne les efforts qu'on ne veut pas faire à l'échelle nationale, c'est une faute là aussi. Il faut porter le débat au niveau européen, il faut changer les traités européens pour sortir de l'unanimité sur la fiscalité, mais faisons nos devoirs à la maison, faisons nos devoirs en France, encore une fois. Il est totalement logique, légitime, au regard de la situation de notre pays, au regard des inégalités sociales, au regard des nécessités d'investissement, de faire contribuer les très très riches à la solidarité nationale. Dans ce contexte-là, est-ce que vous craignez que, comme on l'a vu au moment de la crise agricole, finalement, l'environnement passe un petit peu au second plan, devienne une variable d'ajustement? Comment est-ce que vous expliquez aux Français qu'il faut investir des milliards, des dizaines de milliards dans l'urgence climatique, à un moment où on dit que par ailleurs il faut faire des économies? Comment est-ce que vous abordez ce sujet-là? Alors, dans les 10 milliards, il ne vous avait pas échappé que c'est l'écologie qui était le premier secteur ponctionné par cette réduction des dépenses.
Ma première crainte aujourd'hui, quand j'entends le discours ambiant, c'est que ce soit les plus fragiles dans notre pays qui soient les premières victimes des baisses de dépenses. Ce gouvernement, le président de la République, si vous prenez depuis l'histoire, depuis le début, avec les APL, avec les réformes de l'assurance chômage, les réformes des retraites, les réformes sur le RSA, au fond, c'est toujours un discours qui est de dire, au fond, notre modèle social est trop généreux, il est trop généreux et il crée soit, au fond, des prédateurs du modèle social, qui seraient tous ces bénéficiaires du RSA, des assurances chômage, des chômeurs seniors, qui au fond, ou vous voyez bien de l'assurance maladie, qui seraient soit des fainéants, soit des prédateurs, soit des tricheurs. Aujourd'hui, encore une fois, ce modèle, ce discours qui divise profondément les Français, qui vise toujours à créer non pas des solutions justes, mais des boucs émissaires, ça divise profondément notre pays, ça le polarise et ça ne règle aucun des problèmes. Donc, ma première crainte aujourd'hui sur les premières mesures, c'est la justice sociale. Évidemment, on l'avait vu avec la crise agricole, c'est pas nouveau. Malheureusement, sous ce gouvernement, il n'y a pas d'investissement massif dans la transition écologique. Vous avez des discours permanents sur, vous voyez tout ce qu'on va mettre sur la rénovation énergétique de nos logements, vous voyez comment on va accompagner nos agriculteurs, vous voyez comment on va développer des transports publics, vous voyez comment on va faire en sorte qu'il y ait moins de pollution. La réalité, c'est que tous ces budgets sont le plus souvent sacrifiés. Et c'est le pire de la rigueur, puisqu'au fond, c'est prétendre faire des économies aujourd'hui qui vont nous coûter extrêmement cher demain. Je veux dire, ça fait 20 ans que Nicolas Stern a expliqué que l'inaction climatique, c'était faire des économies aujourd'hui pour payer très très cher demain. Regardez, 2023 comme 2022 sont les années qui ont coûté les plus chers en termes de coûts, notamment des chocs climatiques, y compris pour les assurances. Donc à un moment donné, pour ceux qui payent les contrats d'assurance, ne pas investir dans la rénovation des logements, c'est mettre de côté un investissement qui est extrêmement rentable, qui doit être accompagné par l'État parce que ça peut prendre 20-25 ans pour être très rentable, mais c'est désinvestir sur, encore une fois, ce qui crée de l'emploi. On devrait recruter dans le secteur du bâtiment, on licencie. C'est l'une des plus graves crises du logement et de la construction qu'on ait connue dans notre pays au moment où c'est un tel besoin. Investir sur les transports collectifs, c'est sortir une partie de nos concitoyens du piège de la voiture, au-delà de régler les problèmes de pollution ou de climat. Donc au fond, vous avez un gouvernement qui n'a jamais cru aux politiques environnementales, qui sont en train, ce dernier gouvernement dépouille totalement le ministère de l'écologie d'à peu près toutes ses responsabilités. Tout ce qui est de la transition agricole, des pesticides est passé à l'agriculture, tout ce qui est de l'énergie est revenu à Bercy, ce qu'on avait gagné au Grenelle de l'environnement sous Sarkozy. Et donc on a un gouvernement qui désinvestit des enjeux majeurs, transition écologique, justice sociale et jeunesse, puisque coupe budgétaire dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Je veux dire, vous regardez les courbes d'investissement de l'État français par étudiant. Depuis 10 ans, on désinvestit sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui doit être le cœur de l'économie de demain, de l'innovation, de la prospérité, au-delà de faire des citoyens. Et est-ce que ça veut dire que pour les écologistes, et je mets de côté tout ce qui est fiscalité, y compris les aides fiscales, mais dans la matière de dépenses, il n'y a aucune économie à trouver? Mais bien sûr que si. Pourquoi est-ce qu'on part dans cette aberration qui est de faire un SNU 2 milliards
les uniformes, 2 milliards, y compris pour financer des uniformes made in Bangladesh. J'ai vécu au Bangladesh, hein, je sais ce qu'est l'industrie textile du Bangladesh, mais toutes ces obsessions qui correspondent ni aux besoins en matière d'éducation, ni aux besoins en matière d'intégration, ni aux besoins en matière de mixité sociale, nous coûtent cher. Et puis, moi, mon problème n'est pas d'aider les entreprises, c'est de savoir comment on les aide. Quand vous donnez entre 150 et 200 milliards, il y a tellement qu'on ne sait même plus, on a plus de 80 milliards d'exonération de cotisations sociales, on a beaucoup d'aides aux entreprises. Même vous écoutez Philippe Aghion, il dit le crédit impôt recherche qui peut être un très bon outil pour beaucoup d'entreprises. Il dit mais il faut quand même le conditionner. Enfin, c'est aberrant de ne pas conditionner ni sur la transition écologique, ni sur le social, ni sur l'ancrage territorial des aides aux entreprises. Et on continue à donner de l'argent aux entreprises sans ne faire aucune exigence vis-à-vis des entreprises sur les aides dont elles bénéficient. Donc il faut parfois réduire la dépense, mais surtout rendre notre dépense beaucoup plus efficace pour que ce soit de l'investissement, pour que cet investissement soit efficace et soit rentable. Et malheureusement, c'est ce que refuse de faire ce gouvernement vis-à-vis des entreprises. On dit toujours que les entreprises sont très taxées en Europe. En comparaison, c'est vrai, mais on oublie souvent que la France est un des pays les plus généreux en aide aux entreprises qui ne sont pas conditionnées. Hélène. Très bien. Mais alors, toutes ces erreurs qui sont si coûteuses, ça correspond à quoi? C'est de l'ignorance, de la mauvaise foi, ou un choix politique qui n'est pas parfaitement assumé? Laurent Geoffrin a fait une lettre hier ou avant-hier, qui s'appelle La cigale de Bercy, à propos de Bruno Le Maire. C'est très très bien fait, comme toujours, avec Laurent Geoffrin. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment de l'incompétence, la cigale, donc est-ce que vraiment de l'incompétence du gouvernement uniquement, ou est-ce qu'il y a derrière quand même quelque part un choix politique qui veut privilégier les entreprises? Toujours pareil avec la théorie, n'est-ce pas, du ruisseau qui coule, voilà. Moi, je ne crois pas. Marché, oui. S'il y a un truc, à mon avis, s'il y a un qualificatif qui ne s'applique pas à Bercy et au Trésor, pour faire, si on prend les différentes poupées, c'est l'incompétence. Ce sont des gens compétents. Mais ils répondent à une commande. Et la commande est politique. Quand, encore une fois, vous baissez les impôts sur les entreprises, mettant toutes les collectivités en difficulté, quand vous baissez les impôts sur les très très riches, en disant c'est pour l'investissement, que vous constatez que ça n'aide pas l'investissement, mais que, au fond, vous avez une position dogmatique sur ces sujets-là, ça s'appelle de la politique. C'est une orientation politique. Et dès qu'il y a un problème, vous dites c'est la faute des chômeurs, c'est la faute des malades, c'est la faute des travailleurs seniors, c'est la faute des retraités, c'est la faute des bénéficiaires du RSA, c'est la faute des immigrés, vous faites un choix politique qui est de masquer votre dogmatisme par la recherche de boucs émissaires. Vous avez des problèmes dans les zones rurales, c'est parce qu'on met de l'argent dans les quartiers. Vous avez un problème de faible niveau du SMIC ou de smicardisation de la société, vous avez un problème d'augmentation des salaires dans notre pays, c'est la faute de ceux qui ne travaillent pas. Vous pouvez prendre les sujets les uns après les autres, ce gouvernement ne cherche plus des solutions, il ne cherche que des boucs émissaires. Et ça, une société qui est aussi insécurisée aujourd'hui, insécurité individuelle, insécurité collective, insécurité locale, insécurité globale. Quand vous avez une société qui est aussi déstabilisée, aussi prise de vertige, quand vous êtes pris de vertige, vous avez plus tendance à agir avec votre instinct, à regarder en bas, à être appelé par le vide, qu'à penser avec votre cerveau et à regarder devant. Et bien dans des sociétés aussi déstabilisées, jouer la carte des boucs émissaires, à la fin, c'est toujours servir l'extrême droite. C'est ça la leçon de l'histoire depuis des décennies, voire des siècles. Depuis quelques années, la question environnementale a clairement fait l'objet d'une prise de conscience dans l'opinion. Alors comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, de crise en crise,
l'urgence climatique apparaisse paradoxalement de moins en moins comme une priorité. La campagne des européennes, de ce point de vue-là, ne fait que commencer, mais on a l'impression que ce thème-là, à ce stade-là, en tout cas, n'émerge pas vraiment. Quelle est la responsabilité, y compris des écologistes, dans ce rapport de force qui a du mal aujourd'hui à exister ? Il y a toujours une responsabilité de celles et de ceux qui portent une cause, qui portent un projet, quand ce projet n'advient pas, comme conquête politique ou comme projet de gouvernement. Après, attention, quand on annonçait les crises, on nous disait « Oh, les écologistes, vous êtes très emmerdants, vous êtes catastrophistes ». Quand on proposait des solutions sur la rénovation thermique, sur l'agriculture biologique, sur le train, sur le fret routier, sur le fret ferroviaire, pardon, sur tout ça, on disait « Ah, vos solutions, vous êtes irresponsables ». Et puis maintenant, c'est la catastrophe et on nous explique qu'on est incompétent. Je pense que ça fait beaucoup dans notre assiette, en fait. Ça fait beaucoup sur notre dos. La réalité, c'est et c'est qu'en partie paradoxal, plus la crise climatique frappe, et au fond, plus la société fait un refus d'obstacles. Ça tient à la fois à ce que je disais un peu sur l'état de la société, c'est-à-dire cette incapacité que nous avons à nous remettre en mouvement et à nous projeter. Et une société qui ne se projette pas vers son futur, c'est malheureusement une société qui commence à se projeter vers l'arrière. Donc on est dans toutes ces nostalgies régressives, y compris portées fortement par l'extrême droite. Mais quand vous regardez le spectre politique, même en 2019, vous parliez des européennes, tout le monde se revendiquait écologiste. Emmanuel Macron avait fait « Make the planet great again ». Tout le monde disait « Nous, c'est l'écologie ». Et parce que c'était un mouvement dans la société déjà, parce que nous avions fait des bons scores, le Green Deal est devenu l'agenda politique européen. C'est pas rien quand même. L'agenda politique européen, c'était la grande transition. Comment on adapte notre industrie, comment on adapte notre agriculture, notre organisation, nos modes de production. Bon. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, qui n'ont évidemment pas aidé. Mais maintenant que nous entrons dans le dur, à la fois de la crise climatique et des mesures à mettre en œuvre, il y a des forces politiques qui refusent ces mesures. Si on prend l'extrême droite, regardez partout dans le monde, hein, vous avez le même schéma. L'extrême droite, c'est quand même globalement construite sur le rejet de l'étranger, qu'il soit à l'étranger ou à l'intérieur de la société. Il a pris plusieurs figures, ça peut être le métèque, le juif, le noir, l'arabe, le musulman, selon les endroits, les périodes. Bon. Maintenant, à l'extrême droite, c'est plus simplement l'immigré, le problème, l'étranger. C'est l'écologiste et la féministe. Partout. Depuis l'Espagne aux Pays-Bas, la Pologne, les États-Unis, le Brésil ou ailleurs, vous avez maintenant un triptyque de l'extrême droite qui est les ennemis de la société, c'est l'immigré, l'écologiste, la féministe. L'immigré parce que la figure de l'étranger, c'est aussi vieux que l'humanité, c'est la cinquième colonne, c'est le différent qui vient perturber notre homogénéité censée être parfois consanguine, mais bon voilà. Mais les deux grands mouvements qui ont animé la société ces dernières années, c'est quand même la prise en compte de la question écologique et c'est la revendication ô combien légitime de l'égalité des droits. Et quand vous portez la régression, le fantasme d'un âge d'or perdu, tout ce qui fait la société aujourd'hui doit être rejeté. Mais il n'y a pas que l'extrême droite. Moi, je suis très surpris d'avoir vu en Europe et en France la droite, y compris revenir sur un agenda de protection de la nature. La droite a toujours été plutôt pro-nucléaire, pro-industrie, au fond, assez productiviste. Mais il y a un truc quand même qu'on partageait avec la droite, c'était la protection de la nature. Y compris une partie de l'écologie, qui est conservatrice au sens de la conservation, est née en Allemagne, en Angleterre, en France même, sur une vision un peu parfois idéalisée de la nature. Et la droite qui vote contre le projet de restauration de la nature, c'était très nouveau. Donc ils s'alignent sur cette vision régressive. Et puis il y a ceux qui gouvernent, qui actent aujourd'hui que la crise écologique est telle que
les transformations qu'elle nécessite vont à l'encontre de son logiciel et de ses intérêts. Pendant longtemps, ils se sont dit, vous vous souvenez de l'expression du président de la République qui aurait pu prédire, bon, ils se sont dit au fond, verdir le libéralisme, ça suffira. Aujourd'hui, si on veut changer le modèle agricole, ça ne peut pas être les exportations de céréales dans le monde entier, le porc en Chine, et une agriculture paysanne qui progressivement sort des pesticides. C'est incompatible ces modèles-là. Ils peuvent coexister pendant la transition, mais ce n'est pas le même modèle. Quand on se bat aujourd'hui, et vous parliez, et on parlait tous, et on a tous ce souci de l'efficacité de l'argent public, enfin, regardez la question nucléaire, pardon, hein. Moi, le nucléaire qui est installé, il est là pour 20 ans, 25 ans, c'est comme ça. C'est la vie. Et il faut le sécuriser, il faut recruter dans le nucléaire d'aujourd'hui pour sécuriser nos centrales et garantir notre approvisionnement. Mais quand vous apprenez, et vous l'apprenez de la même façon, vous recevez une dépêche d'EDF qui dit « Ah bah tiens, les EPR2, plus 16 milliards ». Hinkley Point, vous recevez une dépêche, un communiqué de presse, Hinkley Point, plus 16 milliards. Flamanville, on le sait, selon la Cour des comptes, plus 17 milliards. Vous recevez et c'est que de l'argent public, hein, attention, hein. On a nationalisé EDF pour que l'État paye la facture nucléaire. Et qu'on ne s'interroge pas sur ce modèle-là, qu'on ait au moins le débat pour se dire, est-ce que notre stratégie, c'est le quoi qu'il en coûte nucléaire pour espérer avoir de nouveaux réacteurs en 2040, ou est-ce que on peut continuer à y réfléchir, mais au moins on investit sur les énergies renouvelables et on investit sur les économies d'énergie. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui la violence de la crise écologique amène tellement à repenser les modèles que plutôt qu'on mobilise la société pour qu'on passe cette marche-là, eh ben, y a une sorte de refus d'obstacle qui est organisé. On entend vos critiques et votre cri d'alarme et vos critiques sur les droites radicales, mais si on fait le total de ce qu'elles représenteraient aujourd'hui dans l'opinion, et donc j'additionne Rassemblement National, mais y compris les Républicains, Reconquête, on atteint quasiment un Français sur deux. Est-ce que c'est pas un échec complet enfin en tout cas un échec majeur pour les positions que vous défendez, et comment Marie Toussaint peut espérer rattraper ce retard dans les semaines qui viennent? Alors, je vais répondre en deux temps, parce que quand vous regardez la plupart des démocraties dans le monde aujourd'hui, la réalité c'est qu'on est à 50-50 entre une alliance droite-extrême droite, aujourd'hui malheureusement compatible, et le camp progressiste, si je fais très très simple. Ça a été le cas aux États-Unis, c'est le cas aux États-Unis encore aujourd'hui, ça a été le cas au Brésil, c'est le cas en Argentine, et puis si vous venez en Europe, ça a été le cas en Espagne, en Pologne. Je veux dire, c'est le delta qui a fait que la Pologne est retournée dans le camp, j'allais dire, d'une démocratie libérale. C'est les jeunes et les femmes qui se sont mobilisés. Mais tout ça, c'est à 50-50 en fait, partout. Donc on a une telle insécurisation, je l'ai dit, que, au fond, malheureusement, dans ces moments-là, les replis identitaires, la construction des boucs émissaires, l'essentialisation de l'étranger à laquelle on n'a pas échappé dans notre pays avec la loi immigration, et pour ça j'en veux énormément au président de la République d'être tombé dans le même piège que tous les autres, que ce qu'avait fait par exemple Gordon Brown avec le Brexit, David Cameron pardon, avec le Brexit, en disant tiens je vais faire un coup, et en fait le Brexit ça a été un référendum sur l'immigration en vrai, hein, en Grande-Bretagne. Bon, donc tout ça pour dire que nos sociétés aujourd'hui, comme elles sont un peu au milieu du gué, prises dans la tempête, les guerres, le terrorisme, les pandémies, les chocs climatiques, les inégalités, le poids des multinationales, les pertes de souveraineté nationale qu'on n'arrive pas à construire au niveau européen, au niveau multilatéral, bref, tout ça insécurise terriblement nos sociétés. Et donc, au fond, les nostalgies régressives
touche, en fait, incontestablement nos sociétés. Et partout, malheureusement, et je le regrette, mais ce n'est pas que le cas de la France, je dirais que les progressistes ont du mal à reprendre le manche, en fait. Partout, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans cet affaissement un peu de nos démocraties, de nos réflexes, face à la libération de la parole raciste, face, encore une fois, à ce qui pourrait être un progrès. Bon. Et donc, au fond, quand vous êtes au milieu de la tempête, vous avez l'extrême droite qui dit on a un navire, voilà, on est embarqué dessus, qui dit bon, on va descendre sur la barque et on va faire marche arrière, sauf qu'au milieu de la tempête, sur une barque, vous êtes encore plus fragilisé, c'est le naufrage. Vous avez les libéraux, pour faire schématique, qui disent oh, maintenant on fait la pause, c'est le statu quo, sauf qu'un navire dans la tempête, si vous vous arrêtez, vous êtes ballotté et finalement vous prenez l'eau, vous êtes le naufrage. Alors que notre société, ce que portent les progressistes, c'est de remettre un peu de voile, de se remobiliser, de remobiliser la société sur un agenda positif qui intègre forcément, pas que, mais qui intègre forcément la question écologique. Alors, il y a 5 ans, je l'ai dit, tout le monde se revendiquait écologiste. Là, au fond, il n'y a plus que les écolos qui défendent cet agenda-là. Donc, ça ne réduit pas notre espace électoral. J'espère au contraire qu'au fond, notre détermination à faire de la question climatique, de la question du vivant, des outils d'émancipation sociale, de justice sociale, et surtout aussi, parce que c'est important dans notre identité d'accompagnement industriel, ça me paraît essentiel. Regardez, on nous a accusé des délocalisations. Les délocalisations, ça n'a jamais été pour l'environnement. En revanche, on relocalise aujourd'hui une partie de notre industrie du fait de la nécessité de la transition écologique. Ça montre bien qu'au fond, l'écologie peut être un vecteur de progrès économique et de justice sociale. Jacques Hébert, indépendant. Vous disiez qu'il faut faire des économies. J'ai relu votre programme quand vous étiez candidat à la présidentielle, c'est pas si loin. Hein. Et il y a une proposition, dans le fond, qui permettrait de faire des économies. Mais depuis, vous êtes devenu sénateur. Vous prévoyez la fusion du Sénat avec le CESE. Vous êtes toujours d'accord pour ça? Non. Non, il y a un vrai sujet. On a besoin du temps long. Ce n'est pas un sujet d'économie. Mais je vois là votre taquinerie. Mais juste pour revenir sur cette campagne présidentielle un peu dingue en pleine guerre d'Ukraine, je me souviens que parce que j'avais cette volonté, parce qu'elle n'est pas acquise, la question de la crédibilité de l'écologie à gouverner un pays. Hein. Donc je m'étais un peu obsédé de cette volonté de crédibiliser l'économie, de dire l'écologie, c'est pas simplement la protection de l'environnement. Ça peut gérer l'éducation, ça peut gérer le ministère de l'Intérieur. Et moi, dans mon programme, je supprimais des programmes, des projets, des mesures, parce que notre trajectoire budgétaire ne permettait pas de le faire. Quand je vois dans cette campagne, y compris le président Macron, où les milliards ils sortaient de partout. On a non seulement débattu de rien dans cette élection présidentielle, on était encore dans le Covid, on n'a même pas débattu de l'hôpital. Je veux dire, pour dire à quel point on était loin des enjeux, mais j'avais voulu faire un budget crédible alors que tout le monde s'en foutait. Bon, bref. Mais vous m'interrogez sur le Sénat. En fait, je suis très heureux d'être au Sénat, je vais vous dire. Non, j'ai bien compris. Mais je vais vous dire pourquoi le Sénat, y compris a pris une place particulière du fait de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Et je vais vous dire pourquoi je suis très heureux d'être au Sénat. Vous savez, moi, les politiques publiques, pendant effectivement 14 ans, c'était les politiques européennes. Donc c'est la méta-loi, en fait, qui structure tout, mais c'est un peu la méta-loi. J'ai fait quand même pas mal de politique nationale. Et ce qui est passionnant au Sénat, c'est que vous avez beaucoup de sénatrices et de sénateurs qui sont encore ou qui ont été des élus locaux. Et quand vous discutez d'une politique publique nationale, où vous discutez des vices
et des chevilles de la mise en œuvre au niveau d'un village, d'un département, d'un quartier, d'une ville, c'est absolument passionnant. Et c'est ça qui, à mon avis, fait la force du Sénat, c'est qu'en fait, c'était quand même de la politique assez pragmatique. On a des solutions différentes, hein, ça ne veut pas dire qu'on est aligné, mais c'est passionnant de ce point de vue-là. Après, est-ce que notre pays ne manque pas, c'était un peu ça l'objectif de la mesure, de remettre du temps long pour, encore une fois, se donner la perspective de se projeter. Et vous avez vu les questionnements sur est-ce que le plan à la française sous la présidence Macron est un plan qui nous aide à réfléchir ou c'est plus un plan de table. Vous voyez bien qu'on a un petit sujet sur la projection de notre société et de la nécessité que le CESE, en tout cas, soit mieux pris en compte parce qu'ils font ce travail-là. Ouais. On peut se tromper, oui. Oui, deux questions, si vous permettez. Une question très concrète. Bruno Le Maire a reconnu une seule erreur sur la contribution exceptionnelle sur les profits des énergéticiens qui devaient rapporter 3,7 milliards, qui a rapporté 300 millions. Il a quasiment fait appel à des suggestions. On en avait vu une pour que ça rende enfin davantage. C'est la première question. Deuxième question, beaucoup critiquaient le Rassemblement national au nom du sérieux. Alors, il est où le sérieux? Répondez-moi sérieusement, ne me disant pas c'est les écologistes. C'est très sérieux comme réponse. Mais, alors, oui, évidemment, on est en pleine commission d'enquête sur Total, vous le savez, qu'on a initié au Sénat. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois un impératif climatique qui a été rappelé, je veux dire, on vit les années les plus chaudes. La France est un des pays les plus percutés, les plus en réchauffement. On a toutes les alertes sur les glaciers, le niveau de montée des eaux, les inondations. Si vous voulez, on est là aussi une forme de débat public, pourtant très informé sur le climat, mais qui est tronqué par certaines forces politiques qui veulent faire croire que on est dans un régime climatique qui est binaire. Avant, il n'y avait pas le dérèglement climatique. Voilà. Et maintenant, il y a le dérèglement climatique, et le dérèglement climatique, c'est ça. Comme si on n'était pas seulement au début des impacts et du chaos climatique et que chaque dixième de degré ne comptait pas. Vous voyez ? Donc on parle d'adaptation aujourd'hui, on parle beaucoup moins d'atténuation, c'est-à-dire la réduction de nos émissions. Et on a cette urgence climatique absolue, et on a une économie du pétrole qui est incroyablement rentable, qui fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire qu'au fond, c'est tellement rentable qu'ils ont énormément d'argent pour réinvestir. On a une compagnie, un énergéticien français qui est une des majors du pétrole, qui investit le plus sur de nouveaux gisements pétroliers et gaziers, alors que l'Agence internationale de l'énergie, qui a été construite au départ par les pétroliers, nous dit qu'il faut absolument ne plus aller chercher de nouveaux pétroles et de nouveaux gaz. Bon. Et donc la question, c'est effectivement comment on organise, au fond, une fuite de rentabilité sur l'économie du pétrole et du gaz pour faire en sorte que les énergéticiens soient amenés à investir sur la transition énergétique. Et imaginez que Total, BP, Eni, Shell, pour prendre les majors européennes, investissent massivement sur les énergies renouvelables et la sobriété, mais on aurait une accélération de notre transition qui serait incroyable. Et donc il faut les taxer, oui. Mais on est dans un paradoxe qui est que quand il y a eu la crise financière en 2008, on a renforcé les outils de régulation de la finance et de la banque. Sur les GAFAM, on crée des modèles particuliers de régulation, mais que sur le pétrole, nous n'avons aucun modèle de régulation particulier. Et donc oui, il faut beaucoup plus les taxer parce que, comme vous savez, le financement du bouclier énergétique français a été largement le fait des énergies renouvelables et non pas du pétrole et du gaz, qui est quand même une drôle d'aberration. Mais les énergies renouvelables étaient prêts à contribuer. Le RN est sérieux, qui d'autre ? Je ne sais pas bien comment répondre. La réelle politique, c'est de regarder la réalité du monde. Je l'ai dit, là où j'en veux beaucoup au président de la République sur la loi sur l'immigration,
c'est qu'il est tombé dans le piège de toutes nos sociétés. Au fond, c'est ce que j'appellerais la rupture trumpiste d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Pas qu'il soit devenu Donald Trump. Mais, non, que ce soit clair. Mais jusqu'à maintenant dans notre pays, et on se veut un pays cartésien, on a un débat politique, on a des solutions différentes, mais on démarre à peu près de la même réalité. Même le débat sur les retraites, où le Parlement, vous le savez, a été sacrément violenté dans sa capacité à faire la loi, au fond, à un moment donné, les Français ont eu un débat éclairé sur les retraites. Il y avait différentes options, celle du gouvernement, celle des oppositions. Bon. Là, le problème sur l'immigration, c'est qu'on a discuté de vérités différentes. Il y a 10 ans, 15 ans, quand on disait, mais attendez, regardez, on disait à l'extrême droite, regardez la réalité des chiffres sur l'immigration. La réaction de l'extrême droite, c'est toujours de dire, mais arrêtez de me parler des rapports, tout ça, les gens le savent bien. Ils le voient bien dans la rue, les gens le savent bien. Donc il n'y avait que l'extrême droite qui était dans une vérité alternative, dans un mensonge, sur l'immigration. Quand le président de la République lui-même dit « l'immigration n'est pas contrôlable », quand le président de la République dit « notre modèle social est trop généreux », sous-entendu « l'immigration nous ruine », quand il dit « régulariser les travailleurs sans papier, c'est faire un appel d'air », il n'y a pas une étude, pas une expertise, pas un centre de recherche qui confirme ces allégations. Nous sommes sur des vérités alternatives. Et dans une société politique, démocratique, où on ne discute plus au fond des mêmes faits, on ne part plus des mêmes faits, c'est extrêmement dangereux. Quand lui-même concourt à disqualifier le Conseil constitutionnel en faisant voter une loi dont il sait pertinemment qu'elle n'est pas constitutionnelle, là aussi, il favorise le discours de droite sur le gouvernement des juges. Quand il disqualifie la science, l'ANSES sur la question des pesticides, le corps sur la question des retraites, toutes les analyses sur le climat et les experts sur le truc, là aussi, il participe, au fond, que dans notre débat, on n'est plus un débat politique divers, mais partant de la même réalité, on est, encore une fois, dans un débat qui se construit sur des vérités différentes. Et là, quand vous êtes, au fond, sur des vérités alternatives, eh ben, je peux vous dire que pour rattraper la démocratie, ça devient compliqué. Et en ça, c'est une rupture trumpiste. Dans l'ordre des mains qui se sont levées, Frédéric, Jacques au fond et Jean-Michel au milieu. Oui, vous avez constaté que les peuples sont dans la tempête. Vous parlez aussi de nostalgie régressive et vous dites aussi que les progressistes ont du mal à reprendre le manche. Alors, en ce qui concerne la France et la gauche en France, est-ce que ce n'est pas parce que la NUPES a conduit à une impasse, dans la mesure où vous n'avez plus rien à voir avec LFI, que ce soit sur l'écologie, sur la démocratie, sur l'international, voire sur le social? Et puis vous disiez que vous étiez heureux d'être au Sénat, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il n'y a aucun sénateur LFI? C'est parce qu'il n'y a que 4 sénateurs d'extrême droite. Donc c'est plutôt réjouissant de ce point de vue-là. Alors, la gauche et l'écologie dans notre pays. Il est évident que si nous voulons nous donner une perspective en 2027 de victoire, ça doit se faire sur un projet qui est beaucoup plus, j'allais dire, équilibré et qui non seulement peut rassembler pour le premier tour l'ensemble de la gauche, y compris du centre-gauche, et au second tour bénéficiera d'un front républicain du centre-droit face à Marine Le Pen. Donc ça nécessite effectivement un rééquilibrage politique assez profond et de fait, ça ne peut pas être le programme de la NUPES qui était quand même très largement le programme insoumis de la présidentielle. Donc à l'évidence, il faut faire ce travail. Il faut faire ce travail et le démarrer, selon moi, après les élections européennes. Et il faudra remobiliser, j'allais dire, c'est pompeux, mais c'est sincère, le peuple de gauche
Parce qu'au fond, la gauche, à chaque fois qu'elle a pris le pouvoir dans ce pays, c'était parce que la société qui se voit, qui se projette dans cet esprit politique, s'est mobilisée. Ça veut dire qu'il faut penser notre projet avec les partis politiques, évidemment, mais avec la coalition Plus Jamais Ça, la coalition du pouvoir de vivre, l'intersyndicale, les intellectuels, tout au fond ce qui font les acteurs de la société et qui veulent évidemment éviter la catastrophe de l'extrême droite arrivant au pouvoir dans notre pays. Donc ça, on a besoin de montrer que nous sommes unis, dynamiques, mobilisés autour d'un programme qui peut rassembler et bénéficier d'une majorité des électrices et des électeurs. Là où la solution n'existe pas encore, ce sera l'incarnation. Parce que dans une présidentielle, il faut une incarnation. Qu'on voit bien le type de collectif, on voit bien le projet qui peut être un projet d'équilibre, qui sera l'écologie sociale, la social-écologie, peu importe, ça sera moins écolo que les écolos, ce sera plus à gauche que les socialistes, ce sera beaucoup plus européen, internationaliste et démocrate que les insoumis. On voit bien ce qui peut être un projet d'équilibre. Mais il faudra un moment une candidate ou un candidat. Et là, pour l'instant, reconnaissons qu'on n'a pas la réponse. Jacques. Concernant votre activité justement au Sénat, vous parliez tout à l'heure de la commission d'enquête que vous menez sur Total. Est-ce que le travail que vous avez engagé concerne, je dirais, la description du cycle de la production tel que vous le définissiez tout à l'heure de Total, ou est-ce que vous aurez un focus plus particulier, j'allais dire territorial, en particulier sur la gestion par Total de ses avoirs en Russie? Alors, j'ai un sujet d'expression sur Total et la Russie. Je suis en procès avec Total, puisque Total a porté plainte contre moi pour diffamation, quand, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'ai dénoncé le maintien de la présence de Total en Russie et sa potentielle complicité dans les crimes de guerre. Vous savez que par ses entreprises et ses filiales, Total pouvait, par ses activités, contribuer à alimenter l'aviation russe en kérosène. Bon. Donc le comité de déontologie du Sénat a considéré que dans cette commission d'enquête dont je suis le rapporteur, je ne pouvais pas interroger, je ne pouvais pas parler de la Russie, du fait de la procédure judiciaire en cours. Donc, mais c'est évidemment des sujets que la commission d'enquête va aborder. Et si vous voulez, l'idée, c'est évidemment de conclure sur des outils de politique publique. On ne fait pas le procès de Total. Au fond, beaucoup d'enquêtes de journalistes mettent en avant ce qui se passe en Azerbaïdjan quand M. Pouyanné signe avec le président azerbaïdjanais Aliyev un projet gazier quelques jours avant l'épuration ethnique du Haut-Karabakh, ce qui pose quand même un petit problème sur la cohérence de notre politique étrangère. Mais vous savez, on a eu une audition du ministre Le Drian lundi, et je reconnais que c'était assez édifiant. Le ministre des Affaires étrangères, pendant 5 ans, avant le ministre de la Défense, qui explique que, au fond, son boulot, c'est de soutenir les activités totales, y compris dans l'exploitation de pétrole partout dans le monde. Et que ça n'a pas de contradiction avec le fait que la France a été l'hôte de la COP21 et de l'accord de Paris, et que la France, c'est plutôt une bonne nouvelle, a interdit, vous savez, les soutiens, les crédits export sur les projets d'énergie fossile. C'est dans la loi aujourd'hui. Et en fait, si la France a interdit que la BPI finance des entreprises qui font des projets dans les énergies fossiles, c'est bien parce qu'il faut arrêter les projets dans les énergies fossiles pour protéger le climat et donc notre survie. Mais il n'y a aucune contradiction chez le ministre Le Drian à dire « mais moi, quand Total investit au Mozambique
y compris dans une région où les djihadistes continuent à se déstabiliser, en Ouganda, en Papouasie, machin. C'est mon rôle de les soutenir. Donc, je veux dire, on a besoin d'outils de politique publique qui remettent de la cohérence dans tout ça. Un État a toujours sa part d'incohérence, mais sur un sujet de survie de l'humanité, on a, et puis ça va être le devoir de vigilance, ça va être les gens qui passent de l'administration à chez Total, qui reviennent à l'administration et qui continuent à organiser les réunions. Un coup, ils sont à l'administration, un coup, ils sont Total. Bon, on a auditionné le président Migaud de la Haute Autorité. Donc, au fond, il y a beaucoup de sujets, de politique publique, encore une fois, à transformer ou à inventer pour mieux encadrer cette économie du pétrole qui nous amène à l'effondrement climatique. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Toutes vos propositions fiscales sont totalement immergées dans le capitalisme tel qu'il est, en ignorant les dysfonctionnements que ça peut créer. Mais vous ajoutez tout de suite, nous, les écologistes, nous voulons changer de modèle. Et donc ma question, c'est les passerelles, bon, il y en a peut-être, mais la loi du marché, vous l'acceptez, oui ou non? Et est-ce que pour le prix du carbone, qui est le vecteur principal, vous acceptez la loi du marché pour le prix du carbone? Où vous en êtes sur cet équilibre? Comment vous intégrez dans la société telle qu'elle est? C'est ça ma question. Écoutez, si vous avez suivi un peu mon discours politique depuis que j'en fais, moi j'ai toujours considéré que la responsabilité d'une démocratie aujourd'hui, c'était comment on régule l'économie de marché. Moi, j'ai jamais souhaité qu'un producteur bio soit contraint de vendre sa production dans un sauf-cause et que les libraires puissent pas posséder. Et voilà. Par contre, il vous a pas échappé que ce soit sur l'agriculture. C'est une économie régulée. C'est une économie de marché régulée, l'agriculture. Il y a beaucoup d'aides publiques. Il y a de la traçabilité, il y a des certifications, il y a un suivi. Je parlais de la librairie. Vous prenez la librairie, à la fois, voilà, c'est l'économie de marché, mais c'est régulé. Il y a le prix du livre qui permet à nos libraires de survivre. Donc moi, j'ai toujours été pour une économie régulée, socialement, écologiquement. Je ne suis pas pour une économie gérée par l'État, parce que, voilà, moi, mon histoire... c'est plutôt la deuxième gauche que la première, si on caricature ou on simplifie à l'extrême. Le prix du carbone, vous savez, moi j'ai été dans le Grenelle de l'environnement, à l'époque j'étais à Greenpeace, on a négocié la taxe carbone avec Sarkozy, le président Sarkozy. Dès le début, on a dit, si on fait une fiscalité écologique, si on fait une fiscalité carbone, elle doit servir à accompagner celles et ceux qui sont les plus fragiles. Ça a été d'ailleurs les conclusions du comité Rocard qui avait été installé par le président Sarkozy sur la fiscalité carbone, de dire qu'il faut prendre en compte les déplacements, il faut prendre en compte ceux qui vont être impactés. Que ce soit la droite, la gauche et le macronisme après, ils ont choisi d'en faire du rendement fiscal. Ça pouvait que mal tourner à un moment donné. Donc une fiscalité écologique, elle est bonne si elle est juste. Pour moi, aujourd'hui, les plus fragiles, qui sont les premiers impactés par la crise écologique, doivent être les grands vainqueurs de la transition écologique. Alors on va essayer de prendre les dernières questions dans l'ordre. François, Nicolas et Stanislas. Oui, François Gervais, Horizon Politique. Dans la campagne européenne, quel va être votre rôle? Et éventuellement, si vous êtes invité par CNews, est-ce que vous irez? Ça fait longtemps que je ne vais plus à CNews. Donc je ne vais pas changer mes habitudes. Voilà. Puis il y en a d'autres aussi où je ne vais plus, parce que je considère qu'au fond, la qualité du débat est trop pauvre. Voilà, chacun fait ce qu'il veut après, mais je trouve que la qualité du débat et des interviews sont trop pauvres pour que ça ait du sens et que ça m'amuse. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, sur ma participation, je travaille avec Marie Toussaint pour que cette campagne fasse le plus gros score possible, parce que je l'ai dit,
Ce qui va se jouer dans cette campagne, c'est, au fond, est-ce qu'on déconstruit l'Union européenne, que ce soit par le haut, avec l'extrême droite, ou que ce soit par le bas, avec les insoumis. C'est un gros sujet pour la gauche. Est-ce qu'il faut plus ou mieux d'Europe? On le voit, on l'a vu sur le Covid, mais on le voit sur la défense, on le voit sur l'immigration, évidemment sur l'industrie, évidemment sur le social. Il nous faut plus d'Europe. Donc la question, c'est est-ce qu'on déconstruit l'Europe ou on renforce l'Europe? Et puis deuxièmement, c'est l'agenda écolo, stop ou encore. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à défendre l'agenda écolo. Donc si les gens ils veulent défendre l'agenda écolo, il faudra voter Marie Toussaint. Justement, quand on interroge les responsables écolos aujourd'hui, ceux qui mènent la campagne, qui sont sur le devant de la scène, ils ont tous la même réponse stéréotypée sur le niveau assez faible des sondages. Ils disent c'est exactement comme Jadot à la même période autrefois. Donc, est-ce que c'est vrai? Et seconde question, évidemment, qu'est-ce qui pourrait faire que ça change? Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas de dynamique. Écoutez, je pense que les Françaises et les Français, là, sont pris, sont pas encore, au fond, dans la campagne européenne. On sait que c'est une campagne tardive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire campagne maintenant, hein, parce que généralement, on ne récolte dans les derniers jours, dans les dernières semaines, que ce qu'on a semé. Donc la question de la campagne, y compris aujourd'hui, elle est importante. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on ne devait pas être plus haut dans les sondages. Parce qu'au fond, les sondages portent sur l'ensemble du spectre français, alors qu'on sait que, notamment, le scrutin européen est un scrutin où tout le monde ne va pas voter. Donc la question de ceux qui sont les plus mobilisés sur l'Europe se mobilise souvent à la fin. Donc moi, je ne doute pas que à la fin, le 9 juin, quand il faudra aller voter, une bonne partie des Françaises et de Français se diront il nous faut plus d'Europe pour nous protéger et il nous faut l'Europe sur le climat. Donc les écolos. Stanislas. Vous avez évoqué M. Le Drian et vous lui reprochiez de ne pas avoir suffisamment bordé Total, mais est-ce que vous ne vous trompez pas d'ennemi en ciblant Total alors que c'est déjà un des premiers, je crois, investisseurs dans le monde du solaire, qu'il est beaucoup plus présent dans les énergies renouvelables que ses concurrents BP et Shell? Est-ce que vous ne tirez pas une balle dans le pied d'un champion national qui pourrait justement être déjà un acteur du renouvelable? C'est un acteur des énergies renouvelables. Parmi les majors du pétrole, c'est un acteur important des énergies renouvelables, mais qui représente que dalle. C'est anecdotique au regard de sa capacité d'investissement et de ses investissements. D'ailleurs, pour essayer de gonfler les chiffres, Total considère que le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, qui comprend aussi du gaz de schiste, qui est quand même plus polluant que le pétrole, fait partie des énergies bas carbone. Donc si vous voulez, moi, mon sujet, c'est pourquoi Total continue à vouloir mettre en œuvre des projets gaziers au Mozambique, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, accompagné par le président Macron, en Argentine, du gaz de schiste, du pétrole ici ou là, alors qu'il faut en sortir. Si demain Total dit massivement nous investissons sur les énergies renouvelables parce que nous voulons être les pionniers, parce que c'est notre responsabilité d'entreprise, c'est de servir aussi l'intérêt général et pas simplement les dividendes de ses actionnaires, je serai le premier à applaudir M. Pouyanné. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'êtes pas, de ce point de vue-là, vous aussi prisonnier de votre passé, parce que Total est un peu prisonnier de son passé pétrolier, comme vous êtes un peu prisonnier de votre passé antinucléaire, qui pourtant contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Je ne vois pas le rapport avec Total. Être prisonnier de son passé. Écoutez, aujourd'hui, vous avez des énergéticiens qui se mettent massivement sur les énergies renouvelables. C'est d'ailleurs, si vous regardez la réalité, il y a quand même des centaines de milliards de dollars qui sont investis sur les énergies renouvelables. Les coûts de production se sont effondrés, ce qui est une bonne nouvelle. La stabilité s'est organisée, donc au fond, et puis c'est ce dont on a besoin, et c'est ce qu'on peut déployer aujourd'hui. C'est ce qu'on peut déployer aujourd'hui. Si on parle de l'électricité, voilà, aller chercher du gaz de schiste aujourd'hui, qui est extrêmement polluant, c'est un drame pour la planète, c'est peut-être beaucoup d'argent pour les actionnaires, beaucoup d'argent pour M. Pouyanné, mais un drame pour nous.
On a légèrement dépassé le temps qui nous était imparti, mais si vous voulez bien, encore une dernière question d'Hélène qui sinon va m'en vouloir. Oui, parce qu'en plus, c'est pas très paritaire votre affaire ici. Hein. Bon, non, mais rassurez-vous, je ne suis pas une militante féministe, alors il n'y a pas de crainte à avoir. Bon, voilà. Non, simplement... Vous êtes forcément une militante féministe. Ah bon? Ah bon, on est tous féministes, non? C'est naturel, c'est ça? Non, enfin, non, bon, je pense que c'est l'évolution de la société, qui est juste de demander l'égalité. D'accord, très bien. Bon, non, juste une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas, quand même, quelque part, que les écologistes politiques, Europe Écologie Les Verts en particulier, ils se sont décrédibilisés eux-mêmes en proposant continuellement des mesures punitives. Les Français ne retiennent que ça. Franchement, à la différence du gouvernement, où il y a, vous avez dit tout à l'heure, hein, des incompétents, des ignorants et des gens de mauvaise foi, ce n'est pas le cas des écologistes, ce n'est pas le cas des Verts. Hein, ils sont des gens compétents et qui sont de bonne foi. Et bien, pourquoi toujours proposer des brimades à la population quand ils proposent quelque chose? Les dernières élections municipales à ce niveau-là ont été un modèle du genre. Franchement, c'était presque la rigolade, tellement c'était ridicule ce qu'ils proposaient, tout ce qu'il fallait supprimer, tout ce dont il fallait se priver. Donc les citoyens français, qui n'aiment pas beaucoup se priver quand ils ont quelques avantages, quelque chose qu'ils aiment, etc., ont été effrayés quelque part par les écologistes. Ben oui. Donc c'était la question édito, votre réponse. Alors, pour votre information, les Français ont peut-être été effrayés, mais ils nous ont élus à Bordeaux, ils nous ont élus à Lyon, ils nous ont élus à Strasbourg, ils nous ont élus à Besançon, ils nous ont élus à Poitiers, ils nous ont élus indirectement, parce que c'était quand même une écologiste, à Marseille, et que donc ils ne sont pas si effrayés que ça. Et je conteste ce que vous dites, pardonnez-moi, hein, mais... Quand nous développons les transports collectifs, quand nous rendons ces transports collectifs plus accessibles aux jeunes et aux plus précaires, quand on développe des entreprises en centre-ville, quand on remet des commerces en centre-ville, quand nous créons du logement social, quand nous faisons... Je peux vous dire que ça n'est pas punitif. Ce qui est punitif aujourd'hui, c'est l'inaction. Vous savez, moi, j'ai jamais été sur l'écologie doit nous responsabiliser, elle ne doit pas nous culpabiliser. L'écologie doit nous autonomiser, elle ne doit pas nous individualiser. L'écologie, elle est morale, elle ne peut pas être moralisatrice. Ça a toujours été mon credo. Mon credo, vous le savez, ça n'a jamais été de flatter les militants écologistes. C'est toujours essayer de convaincre celles et ceux qui doutent, qui voient bien le diagnostic, qui doutent de nos solutions. Mais nos solutions aujourd'hui, ce sont les solutions de mobilisation de la société. Enfin, rénover les logements, où est-ce que c'est punitif? Développer les transports collectifs, où est-ce que c'est punitif? Soutenir les agriculteurs bio, il y a 60 000 fermes bio dans notre pays, c'est qu'on peut en sortir des pesticides quand même. Enfin, sinon, il n'y aurait pas 60 000 fermes. C'est accompagner avec la PAC nos agriculteurs. Moi, j'ai toujours considéré, si je crois profondément la démocratie, c'est qu'y compris les transformations engagées dans notre pays, surtout, sont tellement importantes que si on n'associe pas les citoyens, si on n'associe pas les agriculteurs sur l'agriculture, les pêcheurs sur la pêche, les industriels, les entreprises sur le changement de l'économie, les salariés sur leur participation à un nouveau modèle, eh ben on n'y arrivera pas en fait. Mais non seulement on n'y arrivera pas pour l'écologie, mais on sortira de la démocratie. Ce qui est en train de se passer dans notre pays, c'est un affaissement profond de la démocratie, une désaffiliation des citoyens. Ils se sentent individuels et trop souvent ils se mettent ensemble pour défendre, comme disait Tocqueville, l'individualisme corporatiste. On a autre chose à raconter à notre pays. Enfin, franchement, on est un pays développé, on a un pays fort, il y a de l'intelligence partout, on a des compétences, on a des solutions. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se redonne un projet. Parce qu'une société qui n'est plus en mouvement, c'est une société qui régresse. Et aujourd'hui, ce que nous propose Emmanuel Macron, c'est de s'arrêter, c'est le statu quo, et c'est en ça que ça alimente au fond, celles et ceux qui nous projettent en arrière, mais se projeter en arrière sur un passé fantasmé, c'est s'écrouler en fait. Et moi, je veux pas ça pour mon pays. Merci Yannick Jadot pour cette heure et un peu plus passée à répondre à nos questions, et bon après-midi. Bon après-midi à tous. Merci.